Voilà, alors bonsoir à tous. Je suis Constance Tubus et donc vous venez d'entendre Léopold van Bellingen, mon collègue ici à l'Institut européen de bioéthique, et nous sommes à deux ici ce soir pour faire avec vous le tour des enjeux de bioéthique en Belgique. Alors, c'est une grande première pour l'IEB ce soir parce qu'on est près de 400 inscrits à ce webinaire, donc on est très très heureux et on vous remercie d'avoir libéré ce temps pour vous former, pour vous informer. Vous êtes venus, vous vous êtes connectés depuis la Belgique, la France, le Portugal, la Suisse et même apparemment le Canada. Donc voilà, merci et ça nous réjouit beaucoup. Alors ce soir, vos attentes sont peut-être différentes les uns des autres par rapport à cette présentation. On va faire le maximum pour que chacun s'y retrouve. Voilà, c'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas la bioéthique et les questions dont elle traite de découvrir ces thématiques, et pour ceux qui s'y sont déjà formés, aller encore un peu plus loin et puis faire le point sur l'actualité. Cette conférence donc, a deux objectifs. Parcourir les différentes thématiques de bioéthique qu'on croise dans notre réflexion quotidienne ici à l'IEB, à l'Institut européen de bioéthique. Et alors pour chaque thématique, un deuxième point, faire le point sur l'actualité belge et se poser ensemble la question de où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est pour tel ou tel point, où est-ce qu'on va. Alors Léopold a sans doute des précisions à ajouter par rapport aux informations pratiques. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Voilà, alors, petite consigne pratique, effectivement. Donc, pour le confort de chacun, puisqu'on est plusieurs centaines ce soir, on désactive les micros et les caméras des participants. Par contre, vous aurez l'opportunité de nous adresser des questions par écrit tout au long de la conférence via le petit bouton Q&R, comme je l'ai déjà indiqué au début de la présentation. Et donc, il y aura 2 temps de questions-réponses au milieu de la conférence, et puis ensuite, à la toute fin. On va faire le maximum pour pouvoir répondre à vos questions, mais voilà, si jamais certaines questions restaient en suspens, on vous invite à nous les adresser par email, et on tâchera d'y répondre dans les jours qui viennent. Alors, petite info aussi pour les médecins belges qui nous rejoignent ce soir, qui sont assez nombreux, sachez que cette conférence est reconnue par l'INAMI pour l'accréditation. Alors, avant de démarrer, donc de redonner la parole à Constance pour l'introduction, un petit mot sur notre organisation, donc l'Institut européen de bioéthique, l'IEB. Donc, c'est une association belge qui a été créée maintenant il y a 20 ans pour produire une réflexion sur les enjeux bioéthiques en Belgique, en Europe. Et donc, l'idée de l'IEB, c'est vraiment de rassembler experts, soignants, juristes, professeurs d'université, pour réfléchir ensemble aux évolutions que connaissent nos sociétés par rapport aux thématiques bioéthiques, aux thématiques biomédicales. Et ensuite, comme on le fait ce soir, de former, d'informer, de sensibiliser non seulement les citoyens, mais aussi plus spécifiquement le personnel soignant ou les décideurs donc, sur ces enjeux bioéthiques. Voilà, je repasse la parole à Constance pour le cœur de notre conférence. Merci. Voilà, merci Léopold. Et moi, je vais vous partager mon écran parce qu'on va vous donner la possibilité de regarder un PowerPoint qu'on vous a préparé. Voilà, pour vous aider à suivre cette conférence. Vous allez voir, on va parcourir toute une série de points il faut un petit peu s'accrocher. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran et on commence par une question un peu fondamentale pour rentrer dans cette conférence. Qu'est-ce que la bioéthique? Pour ceux qui n'ont pas encore croisé ce mot, ou qui ne se sont pas encore posé la question de quoi ça traite la bioéthique, je vous propose d'abord une définition plus académique. C'est l'analyse rationnelle des problèmes moraux liés à la biomédecine.
La bioéthique, elle est forte d'une approche interdisciplinaire, à la croisée des sciences médicales, du droit, des sciences humaines. C'est tout ce qui fait sa richesse et sa diversité d'approches. Et elle propose donc des lignes éthiques, c'est sa mission. Sa mission de guide dans les comportements médicaux, dans le domaine de la médecine et de la recherche biomédicale. Alors, après ça, vous pouvez préférer une définition plus pragmatique. Dans chaque cas bioéthique qu'on analyse aussi, nous, au quotidien, eh bien, il y a 3 éléments constitutifs. Vous avez tout d'abord le corps de la personne. Par exemple, le corps d'une femme marqué par l'infertilité dans son corps. Ensuite, vous avez, deuxième élément constitutif, la souffrance ressentie par cette personne dans son corps. La souffrance qui peut être aussi un désir éprouvé, un manque. En l'occurrence, dans mon exemple, eh bien, la souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant à cause de cette infertilité éprouvée dans son corps. Et troisième élément constitutif, eh bien, vous avez un acte médical ou technique qui est proposé, qui est légalisé ou pas, et qui propose de mettre un terme à cette souffrance, de venir en aide en tout cas à cette personne qui souffre dans son corps. Et surgit évidemment alors la question bioéthique, est-ce que l'acte médical ou technique, donc le troisième petit carré, est-ce que cet acte constitue une réponse éthique, une réponse juste, morale, à la souffrance exprimée par cette personne dans son corps? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, eh bien, tout discernement éthique repose nécessairement donc, sur une certaine philosophie anthropologique. En l'occurrence ici ce soir, eh bien, l'anthropologie qui est en couche de fond, si vous voulez, de cette présentation, de notre travail, c'est la personne humaine dans sa transcendance et sa conception intégrale, c'est-à-dire physique, psychologique et spirituelle. Voilà donc pour la question bioéthique. Alors en pratique, on se pose souvent cette question, est-ce que tout ce qui est scientifiquement possible, rendu possible par la technique qui se développe, est souhaitable pour l'homme? Comment concilier les progrès scientifiques avec les risques parfois connus ou inconnus, pouvant porter atteinte à l'intégrité physique, voire à la vie humaine? Alors il faut donc voilà, bien avoir cela en tête, la question bioéthique qui repose sur une certaine vision anthropologique. Alors, très important, la réflexion éthique s'attache à étudier et qualifier l'acte, l'avortement, la procréation médicalement assistée, l'euthanasie, qualifier l'acte, mais il n'y a pas de jugement sur la personne et sur ses intentions. C'est un aspect vraiment fondamental qu'on ne répétera jamais assez. Par exemple, si on prend l'exemple d'un avortement pour raison de handicap chez l'enfant à naître, on s'attachera évidemment à qualifier l'acte, on dira que c'est mettre fin volontairement à la vie d'un fœtus humain qui porte un handicap. Au moyen, eh bien, ça dépend d'un accouchement provoqué prématurément ou d'un fœticide suivi d'un accouchement provoqué. Mais on ne jugera pas l'intention des parents du bébé ou l'intention du médecin, de la sage-femme. Voilà. Par contre, on aura quelque chose à dire par rapport au caractère éthique et donc souhaitable ou non de tel ou tel acte. Un petit aperçu de la présentation de ce soir pour que vous sachiez où est-ce qu'on va. Donc à travers ces différentes thématiques de bioéthique, donc on aura d'abord un panorama historique des lois de bioéthique en Belgique. Ensuite, on va commencer par le début de vie, la procréation médicalement assistée. Ça nous mènera naturellement vers la recherche sur les embryons. On parlera ensuite de l'avortement. Il y a un point d'actualité assez brûlant que certains ont suivi cette année. Une nouveauté cette année, un sujet qu'on n'a pas encore abordé avec ceux qui nous suivent depuis quelques années, la dysphorie de genre et la transition sexuelle chez les enfants. Vous allez voir pourquoi on en parle cette année.
Ensuite, je céderai la parole à mon collègue Léopold Van Bellingen, qui vous parlera de la gestation pour autrui, ou par autrui, ça dépend comment on l'entend, les soins palliatifs, là on bascule dans la fin de vie, l'euthanasie, le don d'organes, et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, ça fait 35 ans que le législateur belge se penche sur la bioéthique, environ 35 ans, et donc la première loi, disons, qui s'est attachée à ce rapport de l'homme à son corps, de l'homme de la médecine aussi au corps de l'homme, c'est la loi de 1986 avec le prélèvement et la transplantation d'organes. C'est l'occasion pour le législateur de rappeler un fondamental, c'est-à-dire que le corps humain n'est pas marchandable. On peut faire don de ses organes si on y consent, il y a le principe du consentement, très important, mais on ne vend en aucun cas ces organes, on ne les marchande pas, on ne marchande pas le corps humain. En 1990, 15 ans après la France, la dépénalisation de l'avortement, c'est-à-dire sous certaines conditions, la pratique de l'avortement n'est plus pénalement répréhensible. En 2001, une première au monde, en tout cas pour suivre les Pays-Bas, mais donc le deuxième pays au monde, la Belgique légalise, dépénalise, pour être plus précis, l'euthanasie. La même année sont promulguées deux autres lois, la loi sur les soins palliatifs et la loi sur les droits du patient. Alors c'est révélateur du compromis à la belge qui nous est familier. On ouvre la porte à l'euthanasie pour satisfaire d'un côté les partis politiques qui veulent légaliser l'euthanasie et de l'autre on rassure ceux qui veulent voilà, des soins palliatifs pour une fin de vie respectueuse du terme naturel de la vie. Ensuite, la recherche sur les embryons. Alors, il faut savoir que depuis les années 80, la procréation médicalement assistée est déjà pratiquée en Belgique. Donc, les embryons, certains embryons sont déjà à disposition des chercheurs en laboratoire. Et ce n'est qu'en 2003 que le législateur décide d'encadrer la recherche sur les embryons. Ce n'est ensuite qu'en 2007 que la procréation médicalement assistée, la PMA, est encadrée, alors avec une loi des plus souples au monde, on le verra. 2012, loi relative au matériel corporel humain qui encadre la façon dont le matériel corporel doit être gardé dans des biobanques. À savoir, il faut retenir que cette loi considère les gamètes, les embryons, les fœtus issus d'avortements ou de fausses couches comme du matériel corporel humain. Alors on aura l'occasion de reparler du choix des mots et des implications philosophiques et sociétales que ça peut avoir, mais donc voilà. En 2014, la dépénalisation de l'euthanasie sur les mineurs, une première au monde aussi, parce que la Belgique est le seul pays à ne pas avoir posé de limite d'âge pour l'euthanasie. Il y a eu 4 mineurs euthanasiés officiellement euthanasiés depuis la légalisation de 2014, dont le plus jeune avait 9 ans. Et en 2018, vous vous en souvenez peut-être, mais donc encore le fruit d'un compromis à la belge, si je puis dire. On sort tout ce qui concerne l'avortement, on le sort du code pénal et on le met dans une loi à part. L'avortement est permis, autorisé par principe et il est interdit par exception. Donc on change, on bascule au niveau idéologique là dans une certaine promotion de l'avortement, puisque la publicité en matière d'avortement est permise depuis 2018. Voilà pour le parcours des lois. Alors, on rentre dans le vif du sujet, avec comme premier sujet donc la procréation médicalement assistée. Alors en Belgique, ici on parle bien du cadre belge, tout couple hétérosexuel ayant un problème d'infertilité y a accès, en général après 1 an d'échec à la conception naturelle, donc c'est un temps assez court.
Les personnes seules peuvent y avoir accès, les femmes seules, qui ne sait pas concevoir puisqu'elle n'est pas en couple. Il y a accès aussi avec un donneur à ce moment-là de sperme, ou les couples homosexuels y ont accès. Donc, pratiquement, voilà, tout le monde. L'infertilité n'est pas une réelle condition en droit belge pour avoir accès à la PMA. Alors, notons que la PMA ne répare pas la fertilité, hein, elle la contourne en quelque sorte, hein, contrairement à la naprotechnologie ou ce genre de thérapie qui vise à soigner l'infertilité pour permettre à la femme, au couple, de concevoir naturellement. Là, vous allez voir, les techniques de PMA ne traitent pas l'infertilité en tant que telle. Elles prennent une autre voie. L'âge maximal de la femme pour avoir accès à la PMA, eh bien, c'est 47 ans, donc assez tardif aussi. Il n'y a pas d'organisme de contrôle des centres de PMA en Belgique. On a seulement une collecte de données et de statistiques qui est publiée chaque année dans les rapports BELRAP. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, c'est un des encadrements les plus souples au monde. Puisqu'aujourd'hui, notre but, c'est de parler d'actualité. Ce que je peux vous dire au niveau de l'actualité de la PMA, c'est qu'il n'y a rien qui change véritablement au niveau de la loi, puisque la loi est déjà très souple, mais le recours à telle ou telle technique et surtout la fréquence, voilà, c'est surtout ce qui est intéressant de voir, c'est la fréquence, l'augmentation de la fréquence du recours à la PMA, en particulier à la fécondation in vitro. C'est une technique de PMA. Voilà, et en parallèle, eh bien, très peu d'efforts collectifs, publics, pour améliorer la fertilité naturelle, ce qui est fortement à déplorer. Hein, peu de recherche traitement de l'infertilité à proprement parler, ou peu de promotion d'un rythme de vie plus favorable à la conception. Voilà, des pistes qui devraient, selon nous, être bien davantage explorées. Alors, vous avez donc deux techniques principales dans ce qu'on appelle la PMA, donc l'insémination artificielle ou intra-utérine, avec homologue, c'est-à-dire avec les gamètes des parents qui souhaitent avoir un enfant, ou hétérologue avec les gamètes d'un donneur ou d'une donneuse d'ovocytes, d'un donneur de sperme. Voilà, par exemple, pour une femme seule, un donneur de sperme, ou pour des ovocytes défectueux, à ce moment-là, une donneuse d'ovocytes. Et deuxième technique, la fécondation in vitro, où on prélève les ovocytes et le sperme, et on fait se rencontrer l'ovocyte et le spermatozoïde dans une fiole de laboratoire, et puis on réimplante l'embryon dans l'utérus de la femme, alors que l'insémination artificielle, on injecte directement les spermatozoïdes dans l'utérus de la femme et la conception se fait à l'intérieur du corps de la femme. Voilà un petit schéma qui résume ce que je viens d'expliquer par rapport à la fécondation in vitro. Donc vous voyez qu'on a d'abord ponctionné, on a d'abord stimulé la production d'ovocytes. Au lieu d'avoir un ovocyte par mois, avec cette stimulation ovarienne, on va arriver jusqu'à une production d'ovocytes de 10 ovocytes en une fois. On va les ponctionner tous à la fois. Et puis on va ponctionner ou enfin récolter le sperme, mettre ceci dans une éprouvette de laboratoire, et on aura 1, 2, 3, maximum 10 embryons qui seront conçus et qu'on va réimplanter, maximum 1 ou 2. La loi n'autorise que la réimplantation de 2 embryons maximum à la fois pour éviter les grossesses multiples. Donc voilà pour la FIV. Alors vous avez compris, la stimulation ovarienne, c'est un traitement très lourd aussi pour la femme, parce qu'on va lui faire produire, voilà, on va le faire ovuler, si vous voulez, 10 fois plus ou 8 fois plus qu'en temps normal. Donc il faut une stimulation hormonale très forte. C'est très éprouvant à en entendre les femmes qui ont choisi de parcourir ce chemin-là. Et pour un résultat, on va le voir dans les chiffres, qui est assez faible en fait, un résultat positif assez faible. Donc source de beaucoup de désillusions pour les couples.
Alors là, vous voyez la description de toutes les phases de la fécondation in vitro. Je vous le disais, le taux de réussite est assez faible. Le dernier rapport publié de Belrap, donc ce site qui héberge les rapports concernant la PMA en Belgique, indique l'indicateur le plus approprié pour informer les couples par rapport à une PMA est le taux de naissance vivante d'un enfant par cycle, à savoir 12,7% par cycle. Le cycle, c'est ce qu'on a vu ici dans cette slide-ci. Donc voilà, sur un mois. 12,7% de chance donc, de naissance vivante d'un enfant par cycle, avec ovocytes frais, non congelés, homologues, c'est-à-dire de la femme qui a le désir d'enfant. Donc ça équivaut à un taux d'échec de 87%, ce qui n'est vraiment pas négligeable et ce qui est souvent occulté. Voilà, donc de dire que la PMA est l'alternative parfaite à l'infertilité ou au fait, voilà, l'impossibilité de concevoir, eh bien c'est faux parce que le taux de réussite est quand même assez faible. Voilà, donc ça c'est une chose à rappeler. En 2017, pour vous donner quelques chiffres récents, c'est les derniers qu'on ait ici dans les rapports, 37 000 cycles de FIV ont été entrepris. Pour vous donner une comparaison avec 2001, on était à 14 000, un peu plus de 14 000, 2007, 26 000 cycles. Donc vous voyez que chaque année, le nombre de cycles de fécondation in vitro augmente considérablement pour une même population. Voilà, je vous disais donc un recours croissant à ces techniques de procréation artificielle. Donc, ces 37 000 cycles de FIV en 2017 ont conduit à un peu plus de 5 000 naissances et cela représente 4,6% du total des naissances en Belgique, ce qui n'est pas négligeable. Alors, il faut savoir que chaque année, plus de 26 000 embryons sont congelés, sont cryopréservés, des suites donc, de la PMA, parce que vous vous souvenez, on fait féconder pour la fécondation in vitro, on fait féconder plusieurs ovocytes, donc vous avez plusieurs embryons qui sont conçus, on ne les réimplante pas tous, il y en a qui sont de trop, on les appelle les embryons surnuméraires. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les congèle. Alors, leurs parents décident ce qu'ils veulent en faire, soit ils les congèlent pour les donner plus tard à la recherche scientifique, on va en parler juste après, soit ces parents décident de les garder pour plus tard pour une éventuelle réimplantation chez la femme, ou alors ils en font don à d'autres couples. Ou alors ils décident de les détruire. Alors, on ne sait pas combien il y a d'embryons congelés en Belgique dans ces grands congélateurs que vous voyez ici sur les photos, mais on sait qu'il y a environ 30 000 embryons qui sont détruits par an, par volonté des parents qui n'en ont plus l'usage, ou tout simplement parce qu'au bout de 5 ans, si les parents n'en ont plus usage ou ne choisissent pas de les donner à la recherche, de toute façon, les embryons sont détruits. Donc, ça revient à environ 30 000 embryons détruits par an et 8 500 embryons périmés aussi par an. Évidemment, on se pose bien la question de mais qui est l'embryon? Est-ce que si l'embryon est un de nous, est-ce qu'il est normal qu'il se trouve figé dans le temps, dans ces grands congélateurs sous les couloirs des hôpitaux universitaires? Ou est-ce que c'est normal qu'ils se retrouvent sous le microscope et les manipulations des chercheurs en laboratoire? Toute recherche détruit nécessairement l'embryon qui y est soumis. Alors, on en vient justement à la recherche sur les embryons. Cette recherche, donc je vous disais, elle a lieu depuis plusieurs dizaines d'années. Ça fait que depuis 2003 qu'elle est encadrée. On recherche soit sur les embryons surnuméraires, ce sont les embryons de trop issus de la PMA, soit, et ça c'est tout à fait propre à la Belgique, sur des embryons créés spécialement pour la recherche. Donc les chercheurs en Belgique ont la permission de créer
des embryons pour la recherche. Ils ont des spermatozoïdes à disposition, des ovocytes. Certaines personnes font don de leurs spermatozoïdes ou de leurs ovocytes pour la recherche. Et ils fécondent eux-mêmes l'ovocyte, ils provoquent une conception et ils s'en servent donc comme matériel de laboratoire. Alors, chaque projet projet de recherche doit être soumis au comité d'éthique de l'université qui fait ces recherches et doit être approuvé par une commission, la commission qui est chargée donc de superviser la recherche sur les embryons. Comme vous avez une commission euthanasie, une commission avortement, vous avez aussi une commission recherche embryon. Alors, la loi énumère des buts autorisés pour la recherche. Vous voyez que c'est très très large. L'objectif doit être soit thérapeutique, soit tout simplement scientifique. Viser l'avancement des connaissances en matière de fertilité, stérilité, greffe, prévention ou traitement des maladies. Donc, c'est extrêmement large. Voilà, il y a une limite que pose la loi, c'est qu'on ne peut pas cultiver un embryon en laboratoire, on ne peut pas le laisser se développer au-delà de 14 jours. Voilà, c'est une limite légale qui se retrouve dans plusieurs pays, une sorte de garde-fou, mais on ne sait pas pour combien de temps ça va encore tenir. Donc au bout de 14 jours, il faut nécessairement le détruire. Alors, on s'est amusé, une collègue s'est amusée à faire le calcul du nombre d'embryons utilisés par la recherche sur les 10 ans de 2006 à 2016. Vous voyez un peu plus de 24 000 embryons qui ont fait l'objet de ces projets de recherche universitaires. Les chiffres en rouge, 261, 2471, ont trait à des embryons qui ont été créés pour la recherche. Donc, je vous disais, il y a deux sortes d'embryons sur lesquels on fait des recherches. Ceux qui sont issus de la PMA, c'est les deux premières colonnes, embryons frais surnuméraires, embryons congelés surnuméraires. Et puis, vous avez les embryons créés par les chercheurs eux-mêmes, qui n'ont pas de vocation à être réimplantés, qui sont juste un produit de laboratoire. Et le gagnant, si on peut dire, à ce niveau-là, c'est donc la VUB qui a créé sur ces 10 dernières années, jusqu'en 2016, on n'a pas les chiffres plus récents, mais plus de 2000 embryons pour ces chercheurs. Alors pour le futur, bien, on peut se poser la question, vers où est-ce qu'on va? Nous avons eu l'occasion d'assister au 4e colloque de la commission embryon en novembre 2019. Et à cette occasion, un membre de la commission, le biologiste Charles Suzanne, s'est exprimé à clôturer donc, le colloque en encourageant les chercheurs présents à développer la recherche sur les modifications génétiques héréditaires chez l'embryon. Plus vulgairement dit, c'est les bébés OGM, les embryons génétiquement modifiés. Donc un encouragement à aller dans ce sens-là pour rester les premiers, dans les premiers pays au monde qui font ce genre de recherche, et une invitation aussi à approfondir, je le cite, la question des chimères. Les chimères sont des êtres qui sont génétiquement liés à la fois au règne animal et à la fois à l'humain. Alors, les chimères en Belgique ne sont pas permises, c'est dit par la loi. Au Royaume-Uni, elles le sont, même s'il y a une limite de développement de jours. Donc en Belgique, les chimères ne sont pas permises, mais il y avait quand même une invitation d'un membre de la commission à explorer cette piste, peut-être à modifier la loi. Et l'invitation était claire aussi pour aller dans le sens de la modification génétique de l'embryon. C'est possible, c'est permis en Belgique parce que la loi ne l'interdit pas. Contrairement à d'autres pays qui sont soumis à une convention qui s'appelle la Convention d'Oviedo, la seule convention internationale contraignante en bioéthique. Et cette convention interdit le fait, d'une part, de créer des embryons pour la recherche, et elle interdit aussi de modifier génétiquement les embryons. En tout cas, de leur apporter des modifications génétiques héréditaires, vraiment dans leur ADN. Voilà pourquoi la Belgique n'a pas signé cette convention, entre autres, parce qu'elle veut garder la liberté de pouvoir créer ses propres embryons pour la recherche et de pouvoir faire ce genre de recherche de
d'embryons OGM, si on peut dire. Et donc, une des choses qu'on peut espérer, qu'on devrait espérer, c'est que la Belgique s'aligne, par exemple, à ce qu'a fait la France et plein d'autres pays européens en signant cette convention pour se protéger, se prémunir des risques que comportent ces recherches en matière génétique et d'instrumentalisation aussi de l'embryon à des pures fins de recherche. Donc, ce serait vraiment un grand pas en avant si la Belgique pouvait envisager de s'aligner à d'autres pays qui ont signé cette convention. Alors, on passe à un sujet qui nous a bien préoccupé ces dernières années, l'avortement. Les derniers chiffres en date, on les a depuis 2020. Ils concernent l'année 2017. Il y a toujours un retard dans les chiffres, mais donc pour l'année 2017, on sait qu'en Belgique, il y a eu 17 257 avortements déclarés. Alors, ces avortements concernent à la fois les avortements sans raison médicale. Donc, vous savez qu'on peut avorter en Belgique sans raison médicale jusqu'à 12 semaines et jusqu'à la naissance en cas de raison médicale chez la mère ou chez l'enfant. Parmi ces 17 000 et quelques avortements, on voit qu'il y a eu 121 avortements pour raison médicale. Alors, selon la commission elle-même qui écrit les rapports, il faut multiplier ce chiffre par 6 parce que bon nombre d'hôpitaux ne déclarent pas leurs avortements ou pas l'intégralité des avortements pour raison médicale. Bon, là, je parle des 121 avortements. Mais même pour tout type d'avortement avant les 12 semaines, on estime qu'il faut ajouter un tiers du chiffre. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce que dit le terrain. Les plannings eux-mêmes estiment à environ 10 000 avortements en plus qui ne sont pas déclarés. Alors, on constate qu'il y a une réelle absence de contrôle. La commission qui est chargée d'évaluer la loi et de proposer de contrôler sa pratique, eh bien, le constate elle-même. Elle n'a pas la possibilité de forcer les médecins et les hôpitaux à déclarer leurs avortements. Alors, je vous ai mis à titre indicatif le prix d'un avortement remboursé par l'INAMI dans un planning, 3,60 €, un prix très, très minime et qui est souvent inférieur au coût de la contraception, ce qui contribue ce qui fait dire à certains bien que ce prix, cet accès si facile, eh bien, a tendance à banaliser l'acte, hein, alors que ce n'est pas, alors qu'on ne sort pas indemne d'un avortement, loin de là. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ces rapports, eh bien, ce sont les raisons qui sont invoquées par les femmes pour avorter. Vous voyez en rouge les dernières statistiques qu'on a, donc de 2017. Alors, ces statistiques, eh bien, elles vous permettent de sentir l'évolution qu'on constate actuellement. L'avortement est de moins en moins une question financière ou liée à l'âge de la femme, mais pose plutôt la question bien de l'accueil de la vie naissante en tant que telle. Hein. C'est très important pour tenter de réduire le nombre d'avortements, de connaître les raisons pour lesquelles les femmes avortent. Réduire le nombre d'avortements, c'était l'objectif du législateur en 1990. On fait bien de le rappeler. Mais voilà, connaître les raisons invoquées, se rendre compte que l'aide matérielle est certes importante. En 2017, elle aurait pu venir en aide à 800 femmes qui ont avorté pour des raisons matérielles, mais que cette aide n'est pas ce dont a besoin la majorité des femmes, des couples. Ce qui est en jeu, c'est véritablement une disposition, une disponibilité face à l'imprévu d'une nouvelle vie humaine qui peut venir bousculer, on le sait, tous les projets des femmes enceintes sans l'avoir voulu, tous les projets de ces couples. Donc, il faut retenir que le nombre d'avortements est en baisse, oui, le nombre absolu d'avortements est en baisse par rapport aux années précédentes, mais le nombre d'avortements en dehors de toute difficulté matérielle est par contre en forte hausse. Voilà, les questions éthiques, bien sûr, qui est l'embryon, qui est le fœtus humain, il faut se les poser quand on parle de ces sujets.
Est-ce qu'il faut le protéger? Est-ce que si le degré de protection d'un être humain dépend de son stade de développement, à ce moment-là, il faudrait moins protéger un enfant qu'un adolescent et un adolescent qu'un adulte. Voilà, si ça dépend des capacités physiques, intellectuelles qu'a la personne, et bien à ce moment-là, il faudrait moins protéger une personne sourde qu'une personne entendante. Voilà, c'est toutes des réflexions, mais qu'il faut pouvoir mener hein, quand on voit ces chiffres. Alors, je passe un peu vite. Donc, bien sûr, se poser la question de l'homme qui n'a pas sa place dans la loi concernant l'avortement et certainement pas aussi dans le discours sociétal autour de cette question. Et la prévention, hein, qui ne s'arrête certainement pas à la conception. Ce n'est pas tout de prévenir, d'empêcher une conception non voulue, mais la prévention, c'est aussi prévenir l'avortement une fois que la vie est là. Et donc, entourer le couple, ça peut être justement l'occasion pour un couple d'être, pour une fois, entouré voilà, par tout un tissu social. Alors, ce qui nous a beaucoup occupé, ce qui a beaucoup occupé l'actualité ces derniers mois, eh bien, c'est la proposition de loi du 16 juillet 2019, déposée par le PS, mais à laquelle se sont jointes 6 ou 7 autres partis. Donc, vous en avez déjà entendu beaucoup parler. Cette proposition de loi, elle voulait étendre le délai pour avorter sans raison médicale de 12 à 18 semaines, 4 mois et demi de grossesse. Comme implication, eh bien, ce sont des nouvelles techniques beaucoup plus brutales pour le corps médical, hein, qui l'a bien fait remarquer d'ailleurs, parce qu'on arrive à des avortements par morcellement du fœtus, extraction par morcellement, parce que le fœtus est plus grand, plus développé. La proposition de loi voulait supprimer le délai minimal de 6 jours de réflexion, alors qu'on lit chez les acteurs du terrain, dans les centres de planning, on sait que 5% des femmes qui font une demande d'avortement changent d'avis pendant ce délai de réflexion de 6 jours. Donc il a toute raison d'être là. Cette proposition de loi voulait supprimer le devoir d'information, supprimer donc d'informations sur les aides disponibles pour aider la femme enceinte à poursuivre sa grossesse, supprimer les sanctions pénales si toutes les conditions énumérées au-dessus n'étaient pas respectées. Donc, à quoi ça sert de mettre des conditions si on supprime les conditions, les sanctions pénales en cas d'irrespect de ces conditions. Et enfin, étendre le délit d'entrave à l'avortement, à l'entrave psychologique par exemple, pénaliser le conjoint qui fait pression ou qui tente de convaincre sa femme de ne pas avorter, ou pénaliser ceux qui créent des sites avec, voilà, pour aider les femmes enceintes et surtout leur déconseiller de procéder à un avortement. Alors, cette proposition de loi n'est pas passée pour l'instant. Elle est un peu au frigo pour l'instant parce que vous l'avez... il y a plusieurs facteurs qui ont mené à ce statu quo, mais notamment, un grand facteur, c'est quand même ces 2700 professionnels de la santé qui se sont opposés à cette extension de l'avortement, qui se sont exprimés à plusieurs reprises, plusieurs cartes blanches. Vous avez vraiment des gynécologues de haute pointure hein, qui ont élevé la voix. C'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont avancé comme argument. Et il faut dire que ça a été vraiment pris en compte par les députés qui ont cité ces différentes cartes blanches, qui les ont abondamment écoutées, je pense. Et ceci, voilà, avec d'autres facteurs, eh bien, ça a contribué à mettre cette proposition de loi au frigo. Alors, l'accord de gouvernement, justement, de septembre 2020 convient du fait que pour modifier la loi relative à l'avortement, il faut d'une part une évaluation scientifique de la pratique de l'avortement en Belgique, ce qu'on n'a pas encore eu. On n'a que des chiffres, des statistiques, mais on n'a pas de vraie évaluation scientifique. Et deuxièmement, pour modifier quoi que ce soit dans la loi, il faudra un consensus au sein du gouvernement, ce qui n'est pas garanti, puisqu'au sein du gouvernement, vous avez le CDNV qui ne voulait pas toucher à la loi actuelle.
Voilà pour ce qui concerne donc la troisième thématique de ce soir, et je termine assez rapidement sur ce thème assez nouveau cette année. Alors, on a décidé de vous en parler parce que le suivi de l'actualité que nous opérons à l'IEB nous a fait voir combien la transition sexuelle chez les enfants faisait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, d'un côté et de l'autre, et à juste titre, hein, au vu des dernières évolutions dans la pratique clinique. On va voir ça. Alors, une première distinction à faire quand on parle de transition sexuelle et de dysphorie de genre, c'est la différence entre les troubles de la différenciation sexuelle, qui sont des anomalies vécues dans le corps de l'enfant, souvent détectées à la naissance, hein, qui ont trait à un défaut génétique en général. Ces anomalies qui viennent voilà, toucher aux organes sexuels et qui viennent perturber la sexualité d'une personne, d'un petit enfant, et puis quand il grandira tout au long de sa vie. Elle se manifeste de façon très variée, mais ça arrive à une partie vraiment infime de la population. Et puis, d'un autre côté, vous avez le concept qui est en vogue aujourd'hui, qui s'appelle la dysphorie de genre, qui est en fait un malaise. C'est plutôt de l'ordre de la psychologie. C'est un malaise que quelqu'un ressent par rapport à l'identité sexuelle qui lui a été assignée, enfin son identité sexuelle de naissance. Donc bien distinguer ces deux concepts, parce que ce dont on va parler là ce soir dans ce chapitre, c'est de la transition sexuelle pour des enfants qui sont diagnostiqués chez qui on diagnostique une dysphorie de genre, c'est-à-dire un malaise par rapport à leur identité sexuelle. On ne parle pas des enfants qui sont nés avec des malformations au niveau de leur appareil génital, au niveau de leurs hormones sexuelles. Alors, et donc je voudrais vous citer un exemple phare de clinique qui intervient, qui propose des traitements, enfin ce qui s'appelle des traitements, c'est-à-dire des bloqueurs de puberté chez ces enfants qui arrivent chez leurs parents ou à la clinique en disant « moi je suis une fille, je veux être un garçon » et vice-versa. C'est la clinique Tavistock et Portman NSH Trust, donc Tavistock Center, à Londres, qui a lancé en 2010 un programme d'expérimentation sur 50 mineurs, adolescents, en leur administrant des bloqueurs de puberté, c'est-à-dire des inhibiteurs, des substances qui bloquent leur puberté, pour dans un deuxième temps pouvoir transiter plus facilement vers l'autre sexe en leur administrant des hormones opposées, des hormones de l'autre sexe. Alors ce programme était censé être un programme d'expérimentation. Vous voyez qu'en 2018, eh bien, le centre est arrivé à environ 300 prescriptions par an. Donc vous avez quelques milliers d'enfants qui sont maintenant passés par ce centre. Et on peut vraiment se demander si on en est encore à l'expérimentation. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent sur leur site, le site qui indique d'ailleurs qu'il n'y a aucune certitude pour l'instant dans ce domaine parce qu'on en est encore à l'expérimentation. Et vu le nombre d'enfants qui ont été ainsi traités, on peut se poser la question de la prudence de ces expériences. Alors, plusieurs cliniciens ont d'ailleurs décidé de quitter ce centre parce qu'ils avaient conscience qu'on prescrivait des bloqueurs de puberté chez des adolescents qui étaient beaucoup trop fragiles et que ça allait vraiment nuire à leur développement futur. Et on assiste en parallèle à un autre phénomène qui s'appelle la détransition, c'est-à-dire que ces premiers adolescents dans les années 2000-2010 qui ont reçu, qui se sont vus prescrire ces bloqueurs de puberté et qui ont transité vers un autre sexe quelques années plus tard, eh bien, certains font maintenant machine arrière et veulent retrouver leur première identité
Alors, certaines opérations chirurgicales, certaines prises d'hormones sont malheureusement irréversibles, peuvent provoquer l'infertilité, et ces enfants, enfin maintenant ces jeunes adultes, eh bien, demandent, crient haut et fort, demandent d'arrêter, qu'on soit beaucoup plus prudent avec les jeunes enfants, et regrettent qu'on leur ait laissé la possibilité, en tant qu'adolescents, de choisir de transiter vers un autre sexe. Et c'est ce qui a amené une jeune femme qui s'appelle Belle justement à aller devant la Cour de Londres, la High Court of London, et à demander à la Cour de se prononcer par rapport à ces traitements, ces transitions sexuelles chez les enfants dans la clinique Tavistock. Et la Cour s'est exprimée, c'est tout récent, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, le 1er décembre dernier, et ça a fait l'effet d'un tremblement de terre là-bas au Royaume-Uni, et les effets vont se faire certainement ressentir au-delà, et peut-être ici voilà, en Belgique. La Cour a mis le holà. En tout cas, elle a demandé d'être beaucoup plus prudent par rapport à ces transitions chez les enfants. Il est fort peu probable, dit-elle, que les enfants de moins de 16 ans qui envisagent de changer de sexe soient suffisamment mûrs pour donner leur consentement. Elle s'est exprimée sur le consentement des enfants et pas sur l'efficacité, enfin la pertinence des traitements, mais rien que sur le consentement de ces jeunes par rapport à toutes les implications qu'ont ces prises d'hormones, ces opérations chirurgicales, etc. La Cour a vraiment émis des doutes importants. Avant-hier, dans le journal Marianne, des scientifiques, des pédiatres et psychiatres ont eux aussi exprimé leurs craintes par rapport à un documentaire qui s'appelle Petite fille, sorti récemment sur Arte, et qui présente la transition sexuelle chez les enfants comme étant le parcours rêvé pour les enfants qui éprouvent cette difficulté d'accepter leur identité sexuelle. Et ces psychiatres mettent le doigt sur des problèmes psychiatriques ou des problèmes familiaux qui peuvent être sous-jacents au malaise que ressentent ces enfants. Et ils alertent vraiment sur la tournure politique que prend tout ce débat et le malaise de la communauté scientifique par rapport à cette imposture politique et idéologique sur la question du genre. Alors en Belgique, parce que c'est quand même le but de savoir ce qu'on fait en Belgique avec ces pratiques-là, vous avez une clinique en particulier qui prescrit ce genre de bloqueurs de puberté à des enfants qui sont mal à l'aise avec leur identité sexuelle et qui accompagne les enfants vers une transition en prescrivant des hormones contraires et en proposant des opérations chirurgicales aussi irréversibles. C'est la clinique, le Centrum voor Seksologie en Gender à Gand. Voilà, les bloqueurs de puberté peuvent être administrés dès 9 ans, des hormones de substitution à partir de 16 ans, une chirurgie à partir de 17 ans. La loi ne traite absolument pas de ces matières. Le corps médical, à cet égard, s'inspire de directives internationales, enfin de guides de conduite qui sont définis par des associations de médecins, voilà, qui s'attachent vraiment à promouvoir ce genre de pratiques. Donc, ce sont une sorte de guidelines. Voilà. Et c'est tout pour ce sujet-là. Oui, juste pour conclure peut-être, on revient évidemment avec ce dernier sujet à la question du possible et du souhaitable dans le domaine de la biomédecine. Il y a une sorte de fascination chez certains chercheurs, chirurgiens, par rapport au fait de pouvoir en quelque sorte inverser la nature. Ce sont pour eux des expérimentations, comme on l'a vu dans le centre de Tavistock, et appuyer des expérimentations qui sont appuyées par un corps social avide de nouveautés, de libération peut-être, mais on en oublie le bien-être de ces enfants concernés.
Voilà, alors c'est le temps des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées par écrit. Voilà. Constance, tu m'entends? Oui. Très bien. Alors effectivement, on a reçu beaucoup de questions et je vais t'en proposer peut-être quelques-unes. Alors la première, on a une demande par rapport aux autres raisons d'avorter. Donc on a donné que les 60% environ des raisons d'avorter. Quelles sont les autres raisons qui sont mentionnées dans les rapports de la commission? Alors, vous en avez une série, je pense qu'en tout, vous en avez une trentaine. C'est pour ça que je vous ai donné vraiment les plus importantes. Mais les autres raisons se relient souvent à un problème d'instabilité dans le couple, un problème lié au couple. Donc, vous avez plusieurs catégories, 3 ou 4 catégories qui sont toutes en dessous de 1% environ, mais qui, si on les rassemble, tournent toutes en fait autour d'un problème de couple, soit le compagnon a quitté, soit il y a de la violence dans le couple. Et donc, si je pouvais ajouter encore une raison importante, c'est vraiment les problèmes liés au couple, à la stabilité du couple, à la bonne entente dans le couple. Merci Constance. Alors on a aussi une question sur la définition de l'embryon. Comment l'IEB définit-il l'embryon? Bonne question anthropologique. Eh bien, l'embryon, c'est un être. Je pense qu'on peut convenir tous ensemble que c'est un être. Alors, quel type d'être? Je pense aussi qu'on peut convenir ensemble que c'est un être humain parce qu'il a le patrimoine génétique, il a tout le potentiel pour se développer comme se développe un être humain. Il n'a pas le patrimoine génétique d'un singe ou d'une banane ou que sais-je. Donc, c'est un embryon, puisqu'il existe des embryons de singes. Bon, il existe des embryons humains. Voilà. C'est un être humain à un certain stade de son développement, c'est-à-dire le tout premier stade, le stade vraiment originel de son développement, qui évoluera, voilà, qui se développera. Mais en lui, il a vraiment toute la potentialité de se développer comme se développe un être humain. Merci Constance. Alors peut-être encore deux questions, puisque l'heure tourne évidemment et on ne voudrait pas vous faire retarder l'heure de dodo. Alors, je vois encore une question par rapport à l'intérêt d'utiliser des embryons chimères. Alors, l'intérêt, eh bien, il est parfois plus facile, ça peut paraître bizarre, hein, mais de comprendre comment fonctionne l'être humain quand on isole certaines de ses cellules, certaines de ses caractéristiques et qu'on les analyse au sein des animaux. Par exemple, alors là, on ne va pas parler de chimère parce que vous n'avez pas ce mélange génétique hein, à proprement parler, mais il y a des recherches qui se font actuellement au Japon où ils prennent des cellules de cerveau humain et ils les injectent dans des embryons d'animaux, des embryons de singes. Vous n'avez pas ici de mélange génétique, mais ça permet à ces chercheurs de voir comment réagissent, comment se développent ces cellules humaines dans tel ou tel milieu et de mieux comprendre en fait le fonctionnement de l'être humain. Donc c'est plus par curiosité pour mieux comprendre l'humain qu'on utilise un contexte animal dans lequel on fait évoluer ce matériel humain. Voilà, avec toute la question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on peut mélanger les deux espèces. Et je pense que la frontière génétique est quand même assez importante. Merci Constance. Voilà, on va reprendre le fil de nos... Alors, toutes les autres questions, je précise, on y répondra par mail. Voilà. Donc, si vous avez laissé vos adresses, on y répondra par mail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, parfois certaines assez longues, et donc on va faire le maximum pour répondre à chacun, soit ce soir, soit dans
dans les jours qui viennent. Alors Constance, tu vas devoir me redonner l'accès à l'écran. Ouais. Un petit instant. Voilà. Alors juste si la caméra veut bien se lancer. On va commencer sans la caméra, mais non, c'est Constance doit me donner l'accès à la caméra. Alors, je vais déjà commencer. On va reprendre sur la gestation pour autrui, donc la GPA, qu'on peut aussi dénommer par plutôt gestation par autrui, voire même gestation pour argent, diront certains, dans le cadre de la GPA commerciale. En tout cas, on parle ici vraiment de la problématique des mères porteuses, donc le fait pour une femme de porter un enfant dans son sein et dont il est convenu qu'elle le transmettra dès sa naissance à un couple commanditaire. Donc la GPA, effectivement, implique une convention ou un contrat entre le couple et la mère porteuse qui porte finalement sur la commande d'un enfant. Commande d'un enfant, donc depuis la conception, qui se fait généralement par PMA, jusqu'à la naissance où l'enfant sera remis au couple. Donc il peut s'agir d'un couple hétérosexuel qui rencontre des problèmes de fécondité, d'un couple d'hommes qui désirent avoir un enfant, voire même d'une personne seule. Alors évidemment, les enjeux éthiques soulevés par une telle pratique sont nombreux, sont importants, puisque la GPA implique à minima une instrumentalisation, voire même une marchandisation du corps de la femme, donc ce qui est évidemment problématique par rapport au principe juridique de non-patrimonialité du corps humain, mais aussi plus largement une atteinte à la dignité même de la femme. Alors, il y a aussi une certaine question qui se pose par rapport à la dignité de l'enfant, puisque sa propre personne fait l'objet d'un contrat, le cas échéant contre rémunération, et donc ce qui revient en pratique à acheter un bébé dans le cas de la GPA commerciale. Voilà, on me dit que la vidéo fonctionne, impeccable. Alors, aujourd'hui, si on dresse un petit aperçu mondial, mais rares sont les pays qui autorisent formellement la GPA, en particulier la GPA commerciale. On a certains pays qui, comme la France, eh bien, interdisent formellement la GPA, et puis beaucoup d'autres qui n'encadrent tout simplement pas la gestation pour autrui. Et donc c'est le cas de la Belgique qui n'interdit pas, mais qui n'autorise pas non plus la GPA. Donc on se retrouve dans une situation en Belgique où eh bien, les contrats de GPA n'ont aucune valeur légale devant un juge belge. Donc ce petit vide juridique, on va dire, n'empêche pas plusieurs couples belges de recourir dès aujourd'hui à la PMA, soit via une mère porteuse à l'étranger, soit en Belgique. Alors, dans le premier cas, donc par rapport à la GPA à l'étranger, eh bien, l'idée, c'est vraiment que le couple puisse éviter le risque que la mère porteuse belge décide finalement de garder l'enfant et que ce couple ne puisse pas faire exécuter la convention de GPA en Belgique. Et donc, pour avoir cette garantie, il faut se tourner vers les pays étrangers où se pratique la GPA commerciale. Alors, ces pays étrangers, ça peut être des pays développés comme les États-Unis où la GPA coûte en moyenne 150 000 €, ou bien ça peut se faire pour un prix un peu plus réduit dans des pays moins développés, on va dire, comme l'Ukraine ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Alors, dans chaque cas, la mère reçoit une rémunération plus ou moins importante et fait l'objet d'obligations strictes du point de vue de sa santé, de son mode de vie, et elle s'engage dans tous les cas à céder l'enfant qu'elle a porté
au couple commanditaire peu de temps après sa naissance. Alors dans les pays moins développés, évidemment, se pose la question, on va dire, supplémentaire du caractère contraint d'un tel acte pour la mère porteuse, puisqu'il y a des circonstances de précarité économique qui peuvent peser sur elle. Donc ça, c'est pour la GPA à l'étranger. Maintenant, la GPA en Belgique, qui existe également, qui est pratiquée en Belgique, malgré cette absence de cadre légal, puisqu'on a 4 hôpitaux en Belgique qui pratiquent aujourd'hui la GPA dite non commerciale, à savoir l'hôpital de la Citadelle à Liège, les hôpitaux universitaires de Gand et d'Anvers, et puis le CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Alors, en pratique, puisque, comme je l'ai dit, le contrat n'a aucune valeur légale en Belgique, eh bien, le lien de filiation entre le couple commanditaire et l'enfant va être établi de 2 façons. En premier lieu, pour le père, donc pour l'homme qui aurait fourni ces spermatozoïdes, eh bien, on va faire une reconnaissance préalable de paternité en tant que père biologique, donc. Et puis alors pour le second membre du couple, donc qu'il soit un homme ou une femme, eh bien, la filiation va être établie via l'adoption, qui est généralement acceptée par l'administration belge. Alors il faut aussi savoir qu'au niveau international se discute aujourd'hui avec la conférence de La Haye, eh bien, la perspective de finalement contraindre les États à accepter de manière automatique la transcription des liens de filiation entre l'enfant né par GPA, enfin né d'une GPA et le couple commanditaire. Et voilà, ça c'est un dossier à suivre pour les années qui viennent. Si on revient sur la question de l'adoption, donc qui est encore très souvent utilisée comme mode de reconnaissance de la filiation, il faut préciser évidemment une différence fondamentale entre une adoption, on va dire, classique, et puis une adoption qui fait suite à une GPA, puisque dans le cas de l'adoption classique, eh bien, la séparation entre l'enfant et sa mère intervient du fait d'une situation qui est accidentelle, en tout cas qui n'est pas voulue, alors que dans le cadre de la GPA, eh bien, cette séparation, elle est sciemment, on va dire, elle est recherchée, elle n'est pas accidentelle, et donc la situation problématique de rupture entre la mère et l'enfant, eh bien, est créée volontairement. Et donc évidemment, si on met ça en lien avec la construction identitaire d'un enfant ou même d'un adulte qui aurait été privé de ses parents biologiques, mais voilà, il y a des grosses questions qui se posent, puisque pour des enfants qui accidentellement sont privés de leurs parents biologiques, c'est déjà une situation qui peut être fort compliquée, mais dans le cas de la GPA, évidemment, ça l'est peut-être d'autant plus, puisque cette séparation, encore une fois, est voulue et organisée par le couple commanditaire. Alors, il faut aussi préciser qu'il y a un brouillage de la filiation qui intervient avec la GPA, puisque l'enfant issu de GPA peut avoir jusqu'à 5 parents, si on compte bien. Donc, il y a la mère porteuse, qui est la mère génétique, on va dire, qui est la mère biologique, pardon, donc la mère porteuse, ensuite la mère génétique qui est celle qui éventuellement lui a fourni ses ovocytes, puis il y a la mère d'intention, ensuite il y a le père biologique, donc qui fournit son sperme, et enfin le père d'intention, donc au maximum jusqu'à 5 parents. Et donc ce brouillage de la filiation, il peut être même accentué dans le cadre d'une GPA dite non commerciale, qu'on appelle parfois, entre guillemets, une GPA altruiste, puisque dans ce cas-là, eh ben, par rapport à la filiation, on peut avoir, par exemple, le cas d'une mère porteuse qui est en même temps la mère ou la sœur du père d'intention, et qui est donc à la fois, si vous suivez toujours, la grand-mère sociale de l'enfant et sa mère biologique, ou bien dans le cas de la tante, donc la tante sociale de l'enfant et la mère biologique de l'enfant. Donc voilà un petit peu par rapport au brouillage de la filiation que peut impliquer la GPA. En Belgique, du point de vue, on va dire, du point de vue politique, on a plusieurs propositions de loi qui sont actuellement sur la table du Parlement. 2 propositions pour interdire la GPA commerciale, donc une qui vient du SPA, le Parti socialiste flamand, et une autre du CDNV. Et alors on a une 3e proposition du SPA pour, là ici, légaliser la GPA dite non commerciale, donc qu'on appelle parfois la GPA éthique. Et donc par rapport à cette GPA éthique, ce qu'il faut bien garder à l'esprit,
c'est en fait l'impossibilité à la fois conceptuelle et pratique d'un tel concept de GPA éthique, puisque on l'a encore vu avec le confinement, avec la situation des bébés qui sont nés d'une GPA en Ukraine, en Russie également, et qui donc, du fait de l'impossibilité de voyager, eh bien, ont été séparés de leur mère et parqués pendant plusieurs semaines dans des hôtels, en attendant que les couples commanditaires puissent venir les récupérer. Donc là, vous voyez sur la photo les dizaines de bébés nés en Ukraine durant ce confinement. Mais le problème éthique de la GPA, il est plus fondamental finalement. Et l'hypothèse la plus parlante qu'on peut donner, c'est celle d'un enfant né dans le cadre d'une GPA dont on décèlerait durant la grossesse des malformations ou un handicap. À ce moment-là, se pose la question de savoir est-ce que la femme, en vertu de cette convention de GPA, va être contrainte d'avorter par rapport à ce handicap, ou bien est-ce que le couple d'intention va simplement refuser de prendre ou de payer le bébé. Donc on voit que vraiment cette idée d'un bébé sur commande, tel que le prévoit la GPA, est intrinsèquement problématique. Alors on quitte la thématique de la procréation pour nous tourner vers l'autre extrémité de la vie, la fin de vie, la mort, avec en premier lieu la thématique des soins palliatifs. Donc comme l'a dit Constance en introduction, on sait qu'il y a cette loi sur l'euthanasie en 2002, mais on sait généralement moins souvent qu'il y a cette loi sur les soins palliatifs qui a été votée un petit peu dans la foulée, avec une sorte de compromis, de signal politique qui était envoyé par ce biais. Et donc cette loi sur les soins palliatifs en 2002, eh bien, elle envoie un signal assez fort, puisque dans son article 2, on lit que tout patient a droit à des soins palliatifs lorsqu'il se trouve à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave. Alors, en quoi est-ce que ces soins palliatifs consistent exactement? En fait, il s'agit d'un ensemble multidisciplinaire de soins, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, existentiel, social, spirituel. Et donc l'idée, c'est vraiment que lorsque les traitements curatifs s'avèrent vains, s'avèrent disproportionnés, eh bien, les soins palliatifs vont prendre le relais pour assurer une meilleure qualité de vie possible aux malades en phase terminale. Et donc par phase terminale, il ne faut pas entendre seuil de la mort, puisque les soins palliatifs ont aussi leur utilité pour les personnes qui ne vont pas mourir dans la semaine, mais qui simplement approchent de la fin de vie. Et donc ce dernier point, c'était vraiment le message qui était véhiculé dans la dernière campagne de promotion des soins palliatifs en Belgique, que vous avez peut-être entendu à la radio ou dans les journaux l'an dernier. Et donc cette campagne qui était intitulée « Bien plus que des soins ». Donc l'accent il est vraiment mis sur les soins de confort, sur le contrôle de la douleur, mais aussi sur le soutien aux proches du patient. Et donc l'idée, c'est vraiment de retrouver un confort physique, moral, qui permet aux malades que ces derniers moments de vie soient vraiment adoucis et que voilà, la personne puisse être accompagnée humainement en fin de vie, non seulement le malade, mais aussi sa famille, pour favoriser une mort dans la sérénité et qui va éloigner en fait cette tentation d'une vie qui serait abrégée brutalement malgré la difficulté évidemment que représente toujours la fin de vie et l'épreuve de la mort qui est là en perspective toute proche. Et donc ce dernier point par rapport à la philosophie des soins palliatifs, ça fait vraiment lien avec un élément qui est essentiel à comprendre ici, à savoir la différence entre l'approche palliative et l'approche euthanasique. Et donc cette différence, elle se situe en fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est une différence dans l'acte, puisque avec les soins palliatifs, il s'agit d'arrêter ou même de ne pas commencer un traitement disproportionné, alors que l'euthanasie, elle consiste pour le médecin à administrer une substance létale au patient. Donc, avec les soins palliatifs, la mort, elle advient à cause de la pathologie, alors qu'avec l'euthanasie, c'est l'acte du médecin qui va provoquer la mort. Donc, différence dans l'acte, mais aussi différence dans l'intention, puisque d'un côté, l'approche palliative vise vraiment à épargner aux patients des souffrances inutiles,
alors que dans le cas de l'euthanasie, on va provoquer délibérément la mort du patient souffrant. Alors, en Belgique, on entend aussi parfois un petit peu parler des soins palliatifs dits intégraux, au sens où ils intégreraient l'euthanasie comme une sorte de dernière option palliative. Pourtant, si on garde à l'esprit vraiment les deux différences que je viens de mentionner, ce concept de soins palliatifs intégraux apparaît comme un contresens en soi, en fait, puisque on a vraiment une différence d'intention et une différence même dans l'acte en tant que tel. Il y a aussi une confusion qui est parfois entretenue entre, d'une part, l'euthanasie et d'autre part, la sédation palliative continue jusqu'au décès. Donc, cette sédation palliative continue jusqu'au décès, elle est indiquée dans des cas de douleurs réfractaires au traitement en fin de vie, qui composent environ 3 à 5% des douleurs en fin de vie. Et donc, cette sédation palliative continue, elle vise toujours à apaiser des souffrances pour permettre une mort paisible, mais elle n'entraîne pas la mort, normalement. Et dans certains cas, éventuellement, la sédation peut légèrement accélérer le décès, mais il faut garder à l'esprit à ce moment-là le principe éthique de l'acte à double effet. Et donc, ce principe éthique permet de poser un acte bon, qu'on considère bon et dont on attend un effet qui est également positif, même si, à côté de cet effet positif, eh bien, il y aura un effet négatif qui, lui, n'est pas recherché, mais qu'on ne peut pas exclure. Et donc ça, c'est vraiment une distinction fondamentale, à nouveau, entre la sédation palliative et l'euthanasie. Donc, en fin de compte, les soins palliatifs tournent le dos à la fois au fait de provoquer la mort, comme le fait l'euthanasie, mais aussi à l'acharnement thérapeutique. Et donc, par acharnement thérapeutique, ce qu'on peut entendre, c'est finalement le fait d'éviter l'acharnement thérapeutique, c'est mettre en œuvre un traitement qui serait disproportionné, puisque le bénéfice escompté serait sans mesure avec les désagréments que encourrait le patient. On peut citer l'exemple d'une chimiothérapie qui serait poursuivie chez un patient cancéreux en toute fin de vie. Alors, rapidement, par rapport à l'acharnement thérapeutique, il faut aussi clarifier la distinction entre les soins de base et les traitements, notamment par rapport à la question de l'alimentation et de l'hydratation artificielle, puisque quand on parle de traitement, on parle bien des actes médicaux qui sont destinés à combattre la maladie, à combattre la progression de la maladie. Et donc, il est évidemment parfaitement éthique de renoncer à certains traitements qui seraient disproportionnés en fin de vie, alors que les soins de base sont liés finalement aux besoins fondamentaux de la personne, et ces soins doivent toujours être assurés, y compris lorsque la personne elle-même ne peut plus les assurer à la fin de sa vie. Alors, parmi ces soins de base, on compte donc l'alimentation et l'hydratation artificielle qui, dans la grande majorité des cas, donc, doivent être fournis aux patients en fin de vie. Seul dans certains cas, vraiment au seuil de la mort, l'hydratation en particulier peut s'avérer contre-productive parce que source d'inconfort pour le patient qui ne la supporterait plus. Alors en Belgique, pour conclure par rapport à ces soins palliatifs, on a vraiment la chance d'avoir un nombre important de lits palliatifs. On se situe vraiment dans le peloton de tête européen. Et donc l'enjeu, finalement, en Belgique, il se situe vraiment sur la question de la sensibilisation du public et de la formation des soignants à ces soins palliatifs. Formation non seulement en hôpital, mais aussi pour les personnes qui travaillent en maison de retraite ou qui interviennent à domicile. On l'a encore vu récemment avec la crise sanitaire, notamment dans les maisons de retraite, où des personnes, eh bien, malheureusement, ont une fin de vie qui a été rendue difficile du fait du manque de matériel, du manque de personnel soignant, ou même du manque de personnel soignant suffisamment formé en soins palliatifs. Et donc, voilà, il y a vraiment des progrès encore à faire, tant du point de vue de la sensibilisation que de la formation, même s'il faut vraiment souligner le travail remarquable de nos institutions de soins et de nos soignants. Voilà pour les soins palliatifs. Et donc, maintenant, on va aborder la question délicate de l'euthanasie. Donc, l'euthanasie, c'est le fait, finalement, de provoquer intentionnellement la mort d'autrui à sa demande. Donc, un tel acte suscite de larges questionnements éthiques, quand bien même il s'agirait d'apaiser les souffrances du patient.
Alors, on ne va pas envisager tous les questionnements éthiques ce soir, puisque le temps nous est compté, mais on va plutôt se focaliser sur l'évolution de la situation belge en matière d'euthanasie, pour ensuite évoquer quelques enjeux clés. Alors, d'abord, un bref aperçu mondial. Donc, on a différentes lois de dépénalisation, même si dans la grande majorité des pays du monde, eh bien, l'euthanasie reste interdite, puisqu'elle est associée finalement à l'interdit fondamental, je dirais même intemporel et universel, de mettre volontairement fin à la vie d'autrui. Donc, depuis 20 ans, voilà, plusieurs pays ont malgré tout fait le choix d'une dépénalisation de l'euthanasie, comme les Pays-Bas et la Belgique en 2001 et 2002, suivi du Luxembourg en 2009, de la Colombie en 2015, du Canada en 2016, de l'État de Victoria en Australie en 2019, et enfin, tout récemment, de la Nouvelle-Zélande fin de l'année dernière. Alors, on a aussi des débats législatifs qui sont en cours en Espagne, au Portugal, en Irlande. Également une situation assez particulière en Suisse, puisqu'on a le suicide assisté. Et enfin, l'Allemagne, l'Autriche, qui ont vu leur Cour suprême récemment déclarer inconstitutionnelle l'interdiction du suicide assisté. Alors rapidement, si on revient sur la loi belge et sur les arguments qui ont été invoqués en 2002 par les défenseurs de la proposition de dépénalisation de l'euthanasie, l'idée c'était d'une part d'offrir une solution à des situations considérées comme exceptionnelles, où la souffrance du patient est insupportable. Et puis la seconde raison, le second argument, c'est de mettre fin aux euthanasies clandestines qui se pratiquaient déjà à l'époque. Et quelle est l'approche suivie pour les auteurs de la loi? C'est une dépénalisation de l'euthanasie dans des cas très particuliers, à des conditions strictes, et avec un contrôle sévère de ces conditions par la Commission fédérale euthanasie. Alors je rappelle rapidement les conditions de la loi belge. Donc on a une situation médicale sans issue, qui engendre une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Et donc, sur base de ces critères et de l'interprétation aussi qu'en a donné la commission euthanasie, on peut voir d'une part qu'il ne faut pas forcément être en fin de vie pour obtenir l'euthanasie en Belgique. Donc la fin de vie n'est pas un critère. Et deuxièmement, le critère de la souffrance est considéré de manière largement subjective, puisque finalement ce critère repose sur l'appréciation souveraine du patient. Et à cet égard, il faut aussi mentionner le fait qu'en vertu de la loi sur les droits du patient, le patient est en droit de refuser un traitement, y compris un traitement qui pourrait apaiser ses douleurs, ses souffrances, et en même temps demander l'euthanasie. Et donc la commission de contrôle, dans son premier rapport de 2004, elle va confirmer cette approche véritablement subjective du critère de la souffrance, puisque, je cite, « le caractère insupportable de la souffrance est en grande partie d'ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions, des valeurs qui lui sont propres. Quant au caractère inapaisable de la souffrance, il faut tenir compte du fait que le patient a le droit de refuser un traitement de la souffrance, même palliatif. » Voilà, donc ça c'est l'interprétation dès le départ de la commission par rapport à ce critère de la souffrance. Alors par rapport au contrôle a posteriori, mais précisément, il faut rappeler que ce contrôle intervient a posteriori, donc après le décès du patient, et qu'il est uniquement basé sur la déclaration du médecin. Il faut aussi préciser que l'avis préalable d'un médecin externe, voire de 2 médecins, est requis, mais que cet avis n'est pas contraignant pour que l'euthanasie puisse être pratiquée. Alors, en termes de chiffres, on a une évolution, une augmentation constante du nombre d'euthanasies déclarées en Belgique, puisque ici, sur le graphique, vous voyez non pas le cumul des euthanasies, mais bien le nombre d'euthanasies chaque année, donc par an. Donc il faut bien rappeler qu'il s'agit ici des euthanasies qui sont déclarées, puisque la commission de contrôle rappelle elle-même que encore un grand nombre d'euthanasies ne sont pas déclarées par le médecin qui l'effectue. Donc il y a encore des euthanasies clandestines. Et ce que nous montre finalement cette évolution, c'est que voilà, on sort totalement de l'idée de circonstances exceptionnelles qui pourraient mener à une euthanasie,
d'autant plus que si on regarde la part d'euthanasie qui est pratiquée sur des personnes dont la mort n'est pas prévue à brève échéance, eh bien, cette part ne fait qu'augmenter puisqu'on est maintenant à 16% de l'ensemble des euthanasies qui concernent des patients qui ne vont pas mourir à brève échéance. Alors, finalement, cette évolution impressionnante des chiffres, elle rentre en parallèle avec l'évolution des arguments qui sont fournis à l'appui de la pratique de l'euthanasie, puisque on quitte l'argument de l'euthanasie comme une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle pour passer finalement à l'idée d'une mort qui serait choisie, dans le sens où l'euthanasie serait vue à tort, selon nous, comme la seule garantie permettant d'éviter toute souffrance et de mourir, entre guillemets, dans la dignité. Et donc l'accent est vraiment mis maintenant sur l'autonomie du patient, en vertu de laquelle finalement il va choisir non seulement le moment de sa mort, mais aussi le comment de sa mort. Et donc c'est moins l'expérience d'une douleur présente que la peur d'une perte d'autonomie qui va vraiment motiver le patient, généralement, à demander l'euthanasie. Alors, si on se place d'un point de vue éthique, il faut évidemment rappeler que une personne ne perd pas sa dignité parce qu'elle est moins autonome, mais que la dignité est intrinsèque à sa condition d'être humain, peu importe son degré de vulnérabilité. Alors, j'avance rapidement sur l'évolution de la loi. On pourrait aussi mentionner le fait que la question des polypathologies intervient de plus en plus, donc des pathologies qui ne sont pas mortelles, mais dont la combinaison va constituer une forme de perte d'autonomie. On peut citer le fait d'avoir une mobilité réduite, de perdre progressivement la vue. Et donc cette conjonction de polypathologies va être la base pour obtenir l'euthanasie en Belgique. Donc on a une évolution de la loi, comme l'a déjà indiqué Constance, avec en 2014 l'euthanasie sur les patients mineurs qui est permise sans limite d'âge, avec évidemment la difficulté, c'est d'évaluer la capacité de consentement du mineur, puisque la loi prévoit que cette euthanasie sur mineur est permise pour autant que l'enfant ait la capacité de discernement. On a évidemment une loi qui a été votée en 2020, dont vous avez peut-être entendu parler, sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais avant ça, peut-être évoquer les propositions de loi qui sont actuellement en discussion à la Chambre, en tout cas qui sont déposées à la Chambre. Donc on a des propositions de loi qui concernent l'extension de l'euthanasie aux personnes atteintes de démence, donc aux personnes par exemple qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, et euthanasie qui serait permise donc, pour ces personnes pour autant qu'elles aient rempli une déclaration anticipée d'euthanasie. Certains politiques belges souhaitent aussi que l'euthanasie soit permise pour des personnes fatiguées de vivre. Donc là, il faut rappeler que l'euthanasie est déjà possible en fait pour cause de souffrance psychique, notamment en matière de dépression, comme on l'a vu avec le procès de l'euthanasie de Tine Nys début de l'année passée et qui va être encore réouvert dans une semaine, avec évidemment ces difficultés par rapport à la souffrance psychique qui est celle d'évaluer le caractère véritablement incurable de la pathologie, donc de la dépression par exemple, qui est concernée. Alors, finalement, avec ce critère de la fatigue de vivre, qui est mis en avant par certains politiques, on passerait en fait d'une dépénalisation de l'euthanasie, telle qu'elle a lieu aujourd'hui, à véritablement l'organisation d'un suicide qui serait médicalement assisté et sur demande, et ce suicide qui serait fondé finalement sur la seule volonté du patient de mourir. Et donc, comme je l'évoquais, on a cette modification de la loi euthanasie qui intervient en mars 2020, donc qui est votée, qui est passée un petit peu inaperçue, mais dont pourtant l'impact est vraiment majeur sur le personnel soignant, puisque il y a vraiment deux modifications importantes qui interviennent. La première, c'est une limitation de la clause de conscience des médecins. Donc, concrètement, le médecin qui refuse de pratiquer l'euthanasie, que ce soit pour un motif de conscience ou pour une raison médicale, eh bien, il va maintenant être tenu de fournir aux patients qui demandent l'euthanasie les coordonnées d'un centre ou d'une association spécialisée dans le droit à l'euthanasie. Là, je cite les termes de la loi. Et donc,
en pratique, ça va pousser le médecin à devoir fournir les moyens à son patient d'obtenir l'euthanasie, puisque les centres, les associations en question sont des organisations qui militent ouvertement pour l'extension de la loi euthanasie. Donc on a une première forte limitation de la liberté de conscience par rapport à l'euthanasie. Et la deuxième modification, qui est déjà aussi en vigueur, c'est l'interdiction des clauses qui empêcheraient un médecin de pratiquer l'euthanasie dans un hôpital ou dans une maison de repos. Donc en pratique, ce que ça implique déjà, c'est l'impossibilité pour ces établissements de soins d'exclure l'euthanasie de leur institution et de s'opposer par exemple à un médecin qui viendrait à la demande pratiquer une euthanasie sur un résident de la maison de repos. Donc évidemment l'impact ne concerne pas que les maisons de retraite ou les hôpitaux en tant que tels, mais ça concerne vraiment la communauté finalement des soignants, des résidents, des familles qui gravitent et qui composent ces maisons de retraite, ces centres de soins, puisqu'il est plus possible de garantir un projet thérapeutique qui vise vraiment à accompagner la personne en fin de vie jusqu'au bout, sans provoquer la mort. Et donc, tant pour la première modification que pour la deuxième, il y a vraiment un problème majeur du point de vue du respect des droits fondamentaux par rapport à la liberté de conscience, par rapport à la liberté d'association. Et donc, un recours a été déposé devant la Cour constitutionnelle de Belgique pour obtenir l'annulation de cette loi. Et l'Institut européen de bioéthique s'est porté partie intervenante, donc a déposé un mémoire en intervention dans le cadre de ce recours. Donc, réponse à suivre dans quelques mois. Voilà qui nous amène au dernier sujet de ce soir, avant la dernière salve de questions. Merci de votre énergie à cette heure tardive. Et donc cette dernière thématique, c'est celle du don d'organes. Don d'organes dont évidemment il faut pouvoir rappeler la haute valeur éthique en tant qu'acte, puisqu'il permet de restaurer l'intégrité du corps humain de quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment une dignité de la personne et de son corps qui est implicitement reconnue à travers le don d'organes. Donc comme l'a dit Constance, en Belgique, on a la loi du 13 juin 86 qui encadre ce don d'organes, qu'il s'agit d'un don d'organes d'un donneur vivant ou décédé. Et donc il y a différents principes, notamment le principe de la gratuité du don, le principe du consentement du donneur et celui de l'absence d'atteinte à la santé ou à la vie du donneur. Alors par rapport au consentement, il faut bien garder à l'esprit que pour le don d'organes post-mortem, eh bien, la Belgique fait partie des pays qui prévoient le consentement présumé du donneur. Donc chacun d'entre nous en Belgique est présumé donneur de ses organes après sa mort, à moins qu'on ait exprimé explicitement son refus de son vivant. Et donc concrètement, comme vous le voyez sur la diapositive, eh bien, chacun a l'opportunité d'aller à la commune ou même maintenant sur Internet pour enregistrer une déclaration par rapport à son consentement en matière de don d'organes. Donc ça peut aussi toucher à toute la question du don de matériel corporel qui est également prévu dans la déclaration. Alors, du point de vue éthique, il y a différentes questions qui vont émerger par rapport à ce don d'organes. La première question, eh bien, c'est cet enjeu du consentement présumé pour les dons post-mortem, puisqu'il y a vraiment une mise en balance qui doit être faite entre, d'une part, le bénéfice sociétal d'une telle présomption qui permet d'obtenir beaucoup plus d'organes dans un contexte actuel de pénurie. Et puis, de l'autre côté de la balance, eh bien, il y a le fait de se passer du consentement explicite d'une personne pour prélever ses organes après sa mort. Bon, il faut savoir qu'en pratique, le corps médical recherche l'approbation des proches du défunt avant d'éventuellement prélever ses organes. Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il y a vraiment la nécessité d'informer encore plus largement les citoyens aujourd'hui par rapport à l'existence de ce consentement présumé, parce que je pense que si on faisait un petit sondage ici ce soir, parmi les résidents belges, je pense que beaucoup encore d'entre vous ne sont pas au courant de l'existence de ce consentement présumé par rapport aux dons post-mortem.
Et alors la seconde question par rapport au don d'organes, ben, c'est le don d'organes dans le cadre d'une euthanasie. Donc, comme je l'ai dit, il y a un manque actuel d'organes qui touche, enfin, qui est assez important. Et puis, de l'autre côté, on a une euthanasie qui, par définition, implique une mort qui est programmée, puisqu'elle est prévue. Et donc, voilà, d'un point de vue vraiment utilitariste, l'euthanasie peut apparaître comme une véritable opportunité pour augmenter le nombre de dons post-mortem. Alors, aujourd'hui, la pratique de l'euthanasie suivie d'un don d'organes reste assez marginale au regard de l'ensemble des euthanasies, puisque on est environ à 60 euthanasies, même si le chiffre est assez difficile à obtenir. Ça augmente progressivement d'année en année. Il faut aussi préciser que sur un plan technique, le don d'organes après euthanasie n'est évidemment possible que sur certains patients dont les organes sont encore sains, et également pour autant que l'euthanasie ait lieu à l'hôpital, puisqu'il faut un laps de temps extrêmement court entre le décès et le prélèvement d'organes. Donc, ce n'est pas possible, par exemple, si l'euthanasie a lieu à domicile, comme le souhaitent beaucoup de personnes qui se font euthanasier. Sur un plan éthique, maintenant, au-delà des considérations vraiment pratiques, le don d'organes après euthanasie pose à nouveau la question du consentement du donneur, puisque l'enjeu, évidemment, c'est que la personne qui demande l'euthanasie va considérer que sa mort par euthanasie est d'autant plus utile qu'elle sera suivie d'un don d'organes. Et donc, le consentement présumé ici, il ne marche pas, puisqu'il y a toutes ces modalités d'euthanasie qu'il faudrait pouvoir aborder du vivant du patient. Et donc, la question, c'est finalement, est-ce que le patient lui-même est le seul à pouvoir amener le sujet du don d'organes après euthanasie, ou bien est-ce qu'on pourrait dire que le médecin peut lui-même amener le sujet auprès de son patient. Voilà, vous avez demandé l'euthanasie, est-ce que ça vous intéresserait de faire don de vos organes après votre mort? Donc en Belgique, il y a un vide juridique pour l'instant par rapport à cette question, mais on voit en Belgique, aux Pays-Bas, la volonté que les médecins puissent vraiment aborder ce sujet d'eux-mêmes avec leurs patients qui demandent l'euthanasie. Alors l'autre évolution possible, mais qui est encore plus lointaine, on va dire, c'est non pas l'euthanasie avec don d'organes, mais bien l'euthanasie par don d'organes. Donc concrètement, le fait de mourir par euthanasie du fait du prélèvement des organes. Donc après avoir été endormi, bien sûr, ou parce qu'on est déjà dans un coma ou en état végétatif chronique. Donc d'un point de vue à nouveau utilitariste, le bénéfice est maximal puisqu'on supprime totalement l'intervalle entre le décès et le prélèvement. Et donc on obtient des organes potentiellement de bien meilleure qualité. Le problème éthique, par contre, il est évidemment majeur, puisque là, on rompt complètement avec le principe d'absence d'atteinte à la santé ou à la vie du donneur par le don d'organes. Voilà, on arrive doucement à la conclusion de notre conférence. Alors, avant d'ouvrir ce dernier moment de questions-réponses, je voudrais conclure en insistant sur l'importance du langage, du choix des mots lorsqu'on évoque ces questions bioéthiques. Puisque finalement, la manière dont on va formuler ces enjeux, eh bien, elle va directement influencer la manière dont aussi on se représente ces enjeux. Donc, quelques exemples. Si on parle d'euthanasie, donc étymologiquement de bonne mort, mais on ne dit rien, en fait, du cœur de l'acte en question, à savoir le fait de mettre volontairement fin à la vie de quelqu'un d'autre à sa demande. On pourrait également citer l'euphémisme qui est utilisé au Canada pour définir l'euthanasie, puisqu'il parle de aide médicale à mourir. Donc voilà, on peut s'interroger et décortiquer chaque terme de l'expression. Le deuxième exemple de sémantique, de langage, c'est l'acronyme IVG, donc interruption volontaire de grossesse, qui est en fait une sorte de périphrase de l'avortement, mais qui focalise l'attention sur la grossesse en omettant toute référence au corps en fait, de l'enfant, au deuxième corps à côté de celui de la mère, au corps de l'enfant à naître, dont il est mis fin à la vie, et donc ce corps de l'enfant qui n'est pas représenté par l'acronyme IVG. On pourrait également revenir, comme l'a déjà mentionné
sur la question de la définition des soins de santé. Est-ce que l'euthanasie, est-ce que l'avortement sont des soins de santé? Est-ce qu'ils vont apporter finalement une amélioration à la santé de la personne qui les demande? Sur cette thématique de la sémantique, du choix des mots, je peux vous annoncer la parution prochaine d'un dossier de l'IEB qui était rédigé par le professeur Xavier Dijon sur cet enjeu de la sémantique, et donc que vous pourrez très prochainement retrouver sur notre site web et aussi dans notre bulletin que vous pouvez recevoir par email dès ce soir en vous inscrivant via notre site internet, puisque, comme vous le voyez sur la petite slide, vous appuyez sur le petit bouton orange, vous remplissez vos coordonnées et toutes les 2 semaines environ, vous recevez nos dernières chroniques d'actualité bioéthique et tous nos dossiers, notamment le dernier dossier sur sémantique. Voilà, j'ai été le plus court possible, mais il est déjà 21h38, donc on va passer à la dernière salve de questions. Je vais remettre la caméra. Voilà, et je laisse la place à Constance pour me poser toutes les questions qu'elle souhaite. Oui, voilà, merci Léopold. Alors, il y avait une question qui, je pense, mérite d'être abordée publiquement. Quelqu'un demandait s'il y avait un lien qu'on pouvait apercevoir entre la loi de mars 2020 par rapport à l'euthanasie, dont tu as parlé, qui interdit aux institutions de soins d'exclure la pratique de l'euthanasie en leur sein, et la proposition de loi sur l'avortement dont on a parlé précédemment. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut voir des choses qui se recoupent entre ces deux sujets? Alors, je dirais qu'il y a un lien du point de vue du contenu, puisque, et dans la loi de mars 2020, donc, qui est déjà en vigueur par rapport à l'euthanasie, et dans la proposition de loi avortement qui est pour l'instant mise au frigo, il est question de restreindre la liberté de conscience des soignants dans le cadre de l'euthanasie, ou bien la liberté d'expression, de conscience des personnes concernées de près ou de loin par l'avortement, notamment avec cette incrimination du délit d'entrave qui est rendu beaucoup plus large. Donc ça, c'est très concrètement. Puis après, d'un point de vue plus large, peut-être plus global, outre le fait évidemment qu'il y a des majorités politiques qui sont assez similaires pour porter ces textes de loi, voilà, il y a vraiment une conception peut-être assez identique par rapport à la dimension individualiste des choix éthiques auxquels tout un chacun est confronté, dans le sens où, par rapport à la loi euthanasie de mars 2020, on est vraiment dans une logique où on dénie à toute communauté, notamment une communauté de soignants, de résidents, la possibilité de se réunir collectivement pour justement se rassembler autour de valeurs éthiques qui partagent. Ça, c'est pour l'euthanasie. Et pour l'avortement, on a aussi cette logique dans le sens où on veut vraiment conduire la personne à se faire sa réflexion toute seule, donc en supprimant le délai de réflexion, en incriminant le délit d'entrave de toute forme que ce soit. Donc voilà, cette idée que les individus sont des individus libres et autonomes qui sont capables, par rapport à ces questions éthiques, de ne dépendre de personne finalement. C'est cette question de la dépendance qui réapparaît, qui est peut-être un petit peu niée sur base du principe d'autonomie qui est vraiment mis en avant. Voilà, merci. Mais je pense que c'est tout pour les questions. On va tout doucement s'arrêter là. Et surtout, vous remercier chaleureusement pour votre présence. Il y a beaucoup d'autres questions, en particulier concernant le début de vie, auxquelles on prendra le temps de répondre de façon individuelle. Voilà, et certaines ont déjà été résolues. Vous pouvez voir les réponses qui sont affichées pour certaines d'entre elles. Très bien, on vous remercie beaucoup et on vous invite donc à nous suivre voilà, dans nos travaux, nos publications régulières, et surtout ne pas hésiter à nous contacter aussi. On est
toujours accessible. Et vous trouverez nos coordonnées sur notre site internet. Et on continuera certainement ce type de formation, peut-être voilà, plus focalisée sur l'une ou l'autre thématique les prochaines fois, parce que là, c'était un balayage très, très vaste et on espère que vous n'êtes pas trop surmenés. Mais on va continuer ce type de formation. En tout cas, dites-nous si cela vous a plu, faites-nous parvenir vos commentaires. Ça nous permettra aussi de nous ajuster au mieux à ce dont vous avez besoin, ce dont la société belge a besoin. Merci beaucoup. Bonne soirée.